cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. En 1192, le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion, parti depuis plus d'1 an pour les croisades en Terre Sainte, nous parlions de ça il y a quelque temps. Richard Cœur de Lion qui s'est illustré là-bas par son courage, par sa détermination. Rappelez-vous cette confrontation extraordinaire avec Saladin. Richard décide que le temps est venu de rentrer. Jérusalem a l'air imprenable et surtout il se passe en Europe un certain nombre de choses qui réclament son attention et sa présence. Sauf que, rappelez-vous, sur le chemin du retour vers ce royaume d'Angleterre si cher à son cœur, de Lyon, il est fait prisonnier par Léopold d'Autriche, qui va exiger pour le libérer une rançon absolument colossale, 100 000 marks d'argent. La mère de Richard, la célèbre Aliénor d'Aquitaine, va tout faire pour réunir cet argent. Elle se démène, Aliénor, cela prend du temps bien entendu, et pendant ce temps, Richard est captif. Ça va durer toute cette affaire 13 longs mois. Et bien justement, pendant ce temps, son frère est le dernier des fils d'Aliénor, c'est le fameux Jean Santerre, qui n'avait pas été bien doté, celui-là au berceau, d'où le surnom dont on l'a affublé. Jean va profiter de la circonstance pour s'installer sur le trône d'Angleterre. Il est aidé par un allié, l'horrible Guy de Gainsbourg. On en parlera tout à l'heure, bien entendu. Et plutôt que d'aider sa mère à rassembler la somme demandée pour la rançon, on va voir Jean Santerre qui fait tout pour perturber la collecte. Il espère bien évidemment que jamais son frère Richard ne rentrera. Dans le royaume d'Angleterre, Jean sème la terreur, il accable ses sujets de nouveaux impôts, il prend ceux qui refusent de s'acquitter de cette dette et les fait juger, les fait pendre même, il punit tous ceux qui pourraient rester fidèles à son frère. Or justement, il y a un jeune noble du nom de Robin de Locksley. Ce jeune-là est un archer de génie qui refuse de reconnaître l'usurpateur du trône et qui va proclamer haut et fort sa fidélité au bon roi Richard. Il se voit dépossédé de ses biens par le prince Jean, bien entendu, et persécuté. Tellement persécuté que Robin de Locksley décide de prendre le maquis. Il va devenir Robin Hood en anglais, Robin des Bois. Hood, ça veut pas dire, d'ailleurs c'est pas Wood, hein, c'est Hood, c'est la capuche. En fait, ce serait plutôt Robin le capuchonné, si vous voulez. Il s'installe avec plusieurs autres hommes, comme lui, courageux et hors la loi, dans la forêt de Sherwood, forêt du comté de Nottingham, célèbre pour ses chênes centenaires, qui ont la particularité, pour certains d'entre eux en tout cas, d'être creux et d'offrir donc d'excellentes cachettes qui sont un refuge aux bandits, aux pauvres, aux persécutés aussi et à ceux qui les défendent. Entouré d'hommes dévoués à sa cause, les Merry Men, Robin Hood prépare le rétablissement de Richard sur le trône d'Angleterre. Ensemble, ils organisent la résistance pour sauver leur roi bien-aimé. Et un jour où Gainsbourg, justement, passe par la forêt de Sherwood, il porte sur lui une partie de la rançon de Richard Cœur de Lion, qu'il est parvenu à dérober de force à ceux qu'il a littéralement pressurés. Robin et ses compagnons sont là, qu'ils l'arrêtent, ils prennent l'argent. Cet argent, que Robin va-t-il en faire? Eh bien, vous le savez, bien entendu. Il va le redistribuer. Il le redistribue aux plus démunis. Et désormais, il va faire sien le slogan « Prendre aux riches pour donner aux pauvres ». Sa grande générosité, sa bonté d'esprit vont lui attirer l'estime, d'ailleurs, d'une personne très importante, la filleule du roi Richard en personne, Lady Marianne. Le toupet, l'effronterie de Robin des Bois ne connaissent aucune limite. On sait qu'au cours d'un repas donné au château de Nottingham, l'archer a l'audace de défier le prince Jean, et toujours habillé en vert. Vous savez, c'était la couleur de la révolte et la couleur des fous autrefois, le vert. Eh bien, Robin en a fait sa couleur. Il a un culot terrible, une audace qui déplaît au prince Jean, qui va le faire condamner à mort. Robin est donc emprisonné. Ses fidèles compagnons, ceux de la forêt de Sherwood, parviennent à le libérer. Robin continuera dès lors de mener la vie, comment dirais-je, des révoltés. C'est un braconnier, c'est un détrousseur de gens riches qui va donc essayer de défendre les opprimés et rendre ainsi au peuple l'argent qu'on lui avait indûment prélevé.
à coup d'impôts totalement excessifs. En 1193, le bon roi Richard est enfin libéré. Aliénor d'Aquitaine a réussi à collecter la rançon exigée. Richard va donc pouvoir rentrer dans son royaume. Et à ce moment-là, aidé de Robin et des Merrymen, le roi va parvenir à pénétrer avec les hors-la-loi dans la forteresse de Nottingham. Jean est en train à ce moment-là de se préparer pour son sacre, s'engage une bataille extraordinaire. Le méchant prince Jean est vaincu. Richard peut reprendre sa place légitime sur le trône d'Angleterre. Quant à Robin, il épouse la belle Lady Marianne. Enfin bref, c'est une belle histoire. Magnifique. C'est une belle histoire, mais c'est tellement beau, évidemment, que ce n'est pas vrai. Vous l'aurez compris. C'est une jolie légende que je viens de vous raconter. Robin des Bois, le bandit au grand cœur, est un Robin un peu invisible qui n'a jamais existé en fait. Ce n'est en aucun cas un personnage historique. C'est un personnage, vous l'aurez compris, produit de l'imagination de toutes sortes d'auteurs de ballades, de grands romanciers, à une époque où le roman a connu un très grand succès. Roman historique en Angleterre, en France. Le plus célèbre des hors-la-loi de la forêt de Sherwood, l'Archer vert, est donc un mythe. À moins que, à partir du 19e siècle, un certain nombre d'historiens vont s'intéresser quand même d'un peu plus près à la question et essayer de voir si, après tout, le proverbe qui dit qu'il n'y a jamais de fumée sans feu ne pourrait pas se révéler. Est-ce qu'après tout, Robin des Bois n'aurait pas pu s'inspirer d'un véritable personnage historique? On creuse, on cherche et l'on en vient à poser la question en termes très francs. Est-ce qu'il y a eu un vrai Robin des Bois? Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Cet après-midi, grâce à vous, Franck Ferrand, nous sommes au cœur de la forêt de Sherwood, en Angleterre. Vous nous racontez l'histoire de la légende de Robin des Bois. Est-ce une véritable légende? On verra ça dans un instant. Il semblerait que le mythe ait pu s'ancrer sur de véritables faits historiques. Alors, avant de creuser cette question, je me demandais quand même, Franck, quand est-ce qu'est apparu pour la première fois le personnage de Robin des Bois dans la littérature? Alors, avant d'apparaître dans la littérature, écrit noir sur blanc dans des manuscrits puis dans des textes d'imprimerie, il a été l'objet de contes qu'on se transmettait de manière orale, vous savez. C'est au début du XIVe siècle qu'un certain nombre de ballades populaires vont célébrer les aventures de ce fameux Robin Hood, héros en lutte contre le désordre établi, n'est-ce pas? Une des ballades commence par la fameuse rime Robin Hood in Sherwood stood. Alors ça, tous les enfants d'Angleterre connaissent cette phrase, bien entendu. C'est le thème du bandit qui vole aux riches pour donner aux pauvres, thème dont va s'emparer la littérature. Le premier auteur connu à s'emparer de l'affaire, c'est William Langland. On est là en 1377 dans ses Piers Plowman. Pierre le laboureur, un des personnages déclare « Je connais beaucoup de ballades sur Robin des Bois, mais je ne connais pas un seul vers sur Notre Seigneur ou Notre-Dame. » Ce qui veut dire qu'à l'époque, on racontait déjà des histoires sur Robin des Bois. Ça va se développer considérablement au XVe siècle avec une grande ballade qui s'appelle « Little Jest of Robin Hood ». Et puis, on va voir petit à petit Robin de Locksley devenir un véritable personnage de fiction au XVIe, XVIIe siècle, bien entendu. Ça devient quelqu'un d'incontournable. Alors, devant la profusion des textes existants, les historiens, et quand je dis historiens, soyons tout à fait honnêtes, rendons à César, d'abord et avant tout les historiens britanniques, se sont demandé s'il n'y aurait pas une possibilité pour que le personnage de Robin des Bois s'appuie sur la vie d'un véritable personnage. Il y a eu un numéro spécial d'Historia consacré aux grands bandits il y a quelques années. C'est dans ce numéro que le médiéviste Laurent Vissière a montré comment, dès le XVe siècle, le chroniqueur anglais Andrew Wintoun affirmait avoir retrouvé les traces d'un brigand qui ressemblait trait pour trait à Robin des Bois, et qui aurait sévi, ce brigand, dans la forêt d'Inglewood et de Barnsdall à la fin du XIIIe siècle. Donc là, non plus en 1190, mais plutôt dans les années 1280. En fait, on a peut-être un peu mélangé l'histoire. C'est-à-dire qu'on a replacé l'histoire de ce bandit au temps du règne de Richard Cœur de Lion parce que c'était plus brillant, qu'est-ce que vous voulez. À moins que ce ne soit même à la fin des années 1260, comme l'affirme un autre chroniqueur, Walter Bower. Selon lui, après la révolte contre le roi Henri III, sous la conduite du comte de Leicester, le fameux voleur Robert Hood, prit la tête de ceux qui avaient été déshérités et bannis à la suite de la révolte. Ce n'est que
plus tard qu'on a fait le lien entre Robin et le règne de Richard Cœur de Lion. Un historien du XVIe siècle, John Mair, dans son Histoire de la Grande-Bretagne, parle de ce personnage qui aurait vécu dans les années 1190, donc du temps de Richard. Est-ce que tout simplement il n'y a pas une déformation à force de raconter l'histoire de manière orale? Bref, peu de traces, disons-le, d'un tel personnage. Beaucoup plus tard, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, des chercheurs vont trouver la trace d'un candidat plus plausible pour l'homme qui aurait inspiré Robin des Bois. On est là dans les archives de la ville de Wakefield, qui se trouve à une quarantaine de kilomètres au nord de Barnsdale, et on s'aperçoit de l'existence d'un certain Robert Hood. Robin, c'est le diminutif de Robert, donc c'est assez logique. Ce Robert ce Robin, si vous préférez, serait un paysan du Yorkshire qui aurait pris part à un soulèvement contre Édouard II aux côtés du duc de Lancastre, donc là en 1322. On parlerait donc cette fois d'un petit propriétaire terrien du XIVe siècle qui, ruiné par les mauvaises récoltes, ignoré par le roi, aurait cherché le soutien de Thomas de Lancastre et participé au soulèvement contre le roi, devenant donc un hors-la-loi. Les historiens relèvent plusieurs indices qui permettent d'avancer que le fameux Robin aurait bien vécu donc à cette époque, notamment l'arc, le longbow dont il est toujours muni et qui ne fait son apparition qu'à ce moment-là. Il n'était pas utilisé sous le règne d'Henri III, il ne devient vraiment populaire qu'au XIVe siècle. Et puis par ailleurs, si Robin Hood avait vraiment vécu aux alentours de 1320, donc sous la mauvaise conjoncture économique qui caractérise le règne d'Édouard II, eh bien on comprendrait l'utilité de cette justice redistributive d'une certaine manière dont il s'est fait le héros. Seulement voilà, le problème c'est qu'en creusant encore un petit peu plus et en allant fouiller les archives, les historiens ne trouvent pas un Robert Hood, mais plusieurs, figurez-vous. Ce nom est si courant qu'il découvre même de très nombreux Robert Hood ayant vécu au XIVe siècle dans le Yorkshire. Alors, lequel est le bon? Là, vous avouerez que ça commence à devenir compliqué, comme dit Laurent Vissière. La question n'est plus tant de savoir si Robin des Bois a existé, mais combien il y en a eu. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Une fois n'est pas coutume, Franck Ferrand vous emmène cet après-midi au cœur de l'histoire d'un personnage de fiction, un héros légendaire que nous connaissons tous, Robin des Bois. Alors vous êtes en train de nous démontrer depuis plusieurs minutes, Franck, que Robin des Bois aurait peut-être existé et il y aurait peut-être plusieurs Robin des Bois? Oui, on va y revenir tout à l'heure, bien entendu, avec Martin Warel. On peut dire que les candidats au rôle de modèle de Robin des Bois sont innombrables. C'est assez extraordinaire. Évidemment, il y a sans doute des faits historiques pour expliquer la force de ce mythe. Et en même temps, ce n'est pas ce qui nous donnerait la clé de son succès. Comment expliquer que ce généreux archer vert soit devenu un héros, alors là on peut dire universel? Le premier grand auteur qui ait donné ses lettres de noblesse à la légende, c'est Walter Scott, n'est-ce pas, qui va s'inventer un héros. Alors là, c'est plus Robin des Bois, on ne parle plus de Robin Hood. Le héros en question, c'est Ivanhoe. Le livre paraît en 1819, il va connaître en Angleterre et en France un succès considérable. Dans le roman de Walter Scott, l'action se passe bien sous le règne de Richard Cœur de Lion, qui est en captivité. Le héros est prêt à tout pour rendre service à son bon roi captif. Et ça va être le début, on va dire, de toute une série de ces héros, de ces archers généreux qui vont devenir en quelque sorte un genre littéraire à part entière. Après Walter Scott, c'est notre cher Alexandre Dumas qui s'empare de l'affaire. D'ailleurs, c'est lui qui va traduire Ivanhoe en français. Et il publie, Dumas, Le Prince des voleurs, avec la suite Robin Hood, le proscrit. Ça, c'est un cycle romanesque qui va évidemment ancrer le mythe encore un peu plus. À propos des éléments historiques sur lesquels s'ancrerait le mythe, voilà ce qu'écrit Alexandre Dumas dans la préface. Un grand nombre de traditions qui ont trait à Robin Hood portent un cachet de vérité et jettent un vif éclat sur les mœurs et les habitudes de son temps. Les événements qui composent l'histoire que nous avons entrepris de raconter, quelque vraisemblables et admissibles qu'ils puissent paraître, ne sont peut-être après tout qu'un effet de l'imagination, car la preuve matérielle de leur authenticité manque complètement. L'universelle popularité de Robin Hood est arrivée jusqu'à nous dans toute la fraîcheur et dans tout l'éclat des premiers jours de sa naissance. Il n'est pas un auteur anglais qui ne lui consacre quelques bonnes paroles. Le talent de Dumas
va rendre les personnages très attachants. Robin Hood, bien sûr, intrépide, habile archer, mais aussi le bûcheron Petit-Jean, Stuteley, le paysan que Robin va sauver de la potence, et puis le célèbre frère Tuck, cet homme d'église qui tranche avec le clergé, quoique à l'époque il y a pas mal de clercs qui sont dans le genre de frère Tuck. Il s'est rangé, lui, du côté des pauvres et des démunis contre ceux de ses frères qui ont choisi de servir les riches et les puissants. Frère Tuck a fait vœu de pauvreté et comme son maître Robin, il défend la veuve et l'orphelin. Il est probable que si cette légende a tant prospéré et traversé les siècles, c'est en raison de la dimension subversive qu'elle porte, évidemment. Dès le début du XXe siècle, c'est au tour du cinéma de s'emparer de la légende. Alors cette fois, voilà l'archer magnifié dans des films comme Robin Hood and His Merry Men, Robin des Bois et ses joyeux compagnons, 1908. C'est Percy Stowe, réalisateur britannique, qui est à l'origine de ce film. Et puis deux grands films qui vont connaître un succès retentissant. Tout d'abord, le Robin des Bois de Alan Dwan. On est là en 1922. Long métrage en Technicolor où Robin est interprété par l'inénarrable Douglas Fairbanks, et 16 ans plus tard, en 1938, un fameux film de Michael Curtiz, Les Aventures de Robin des Bois. Ça, c'est le film qu'on regardait quand j'étais petit, vous vous rendez compte, 1938. Et ça met en scène cette fois Errol Flynn avec sa moustache. Difficile à friser, hein, cette fine moustache et puis cet humour british, ce charme tellement particulier qui donne une désinvolture assez princière au personnage virevoltant d'un Robin qui n'a jamais été aussi séduisant. Le personnage a tant fasciné les cinéastes qu'en 1973, Robin des Bois va devenir un héros de Walt Disney, bien entendu, et puis en 1991, l'Américain Kevin Reynolds va réaliser moi, c'est celui-là que je regardais quand j'étais petite, avec Kevin Costner. Ça en dit long, entre parenthèses. Et sur nos enfances respectives et sur notre trop grande différence d'âge, chère Anissa. Avec Kevin Costner, évidemment, et Morgan Freeman. Il y a eu aussi un Robin des Bois de Ridley Scott en 2010. Bref. Qu'un vrai Robin des Bois ait ou non existé finalement n'est peut-être pas la grande question. Il sera de toute façon moins éclatant que le mythe, un mythe dont la portée est désormais universelle et ne va pas sans inspirer un certain nombre de discours politiques. Rappelez-vous, dans la dernière campagne électorale, le Robin des Bois a été mis à toutes les sauces. Je préfère les angoisses de la crainte au remords d'un crime, fait dire Dumas à son héros qu'il veut romantique d'une certaine manière, ou encore si Dieu donne la douleur, il donne également la force de la supporter. Bonjour Martin Aurel. Bonjour. Mais que venez-vous faire dans cette galère de Robin des Bois? Nos auditeurs vont le comprendre dans un instant. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Au cœur de l'histoire de Robin des Bois cet après-midi sur Europe 1, et nous allons essayer d'en savoir plus sur ce vrai faux personnage de l'histoire. Avec votre invité, Franck, vous recevez Martin Aurel. Il est historien médiéviste et directeur du Centre d'études médiévales. Et oui, de Poitiers, bien entendu, grand, on va dire, lieu d'élection des études médiévales en France. Alors, il faut, Martin Aurel, que vous nous disiez si oui ou non, avant d'entrer dans le détail, on va rentrer avec vous dans toutes les petites subtilités de l'affaire, mais est-ce que oui ou non Robin des Bois a existé? Non, pas du tout, tel que la légende l'a recréé et l'a construit. Vous-même, vous avez cité malgré tout un certain nombre de personnages qui sont attestés par les archives judiciaires, qui ont été condamnés pour brigandage. Alors, quel est le candidat? On ne le saura jamais. Il y a un grand livre sur le sujet, si on devait renvoyer nos auditeurs. Oui, tout à fait, le livre, mais en littérature anglaise. Donc, non traduit? Non traduit. Stephen Knight, un collègue de l'université de Cardiff, a écrit un très beau livre, très documenté, qui traduit en anglais les sources latines aussi, mais il n'existe pas de biographie, si tant est qu'on peut l'écrire. Robin Hood, A Mythic Biography, ça s'appelle l'ouvrage. Une biographie mythique, le titre est tout à fait juste. Oui. Évidemment, on ne peut pas prétendre qu'il s'agisse d'une vraie biographie, puisqu'encore une fois, le personnage est légendaire. Alors, ce qui est assez étonnant, ce sont les différentes strates qui ont peu à peu ancré la légende de Robin des Bois dans l'inconscient collectif, d'abord anglais,
puis européen et maintenant on peut dire planétaire. Le personnage est devenu un des personnages les plus célèbres dans les cours de récréation du monde entier. On joue à Robin des Bois, c'est quand même extraordinaire. Peut-être tout simplement parce que cet homme-là s'oppose aux violences de la société telles qu'elles sont établies depuis la nuit des temps et qu'il détrousse les riches pour donner à manger aux pauvres, tout bêtement. Oui, tout à fait. Ce sont des caractères, des personnages que nous avons tous en tête, comme Guillaume Tell, Bien comme sûr. Jesse James dans le western. Ces personnages qui nous attirent parce qu'ils prennent aux riches dans une situation de tyrannie, un État qui ne fait pas son travail, donc dans l'illégitimité, mais après tout, ce qu'ils font est tout à fait juste. Ils rendent ce qui a été dérobé par les puissants. Ils le rendent aux pauvres. L'une des particularités du personnage fictif, je le rappelle pour ceux qui viendraient à nous rejoindre, l'une des particularités de ce personnage de Robin des Bois, c'est précisément de ne faire l'objet d'aucun ouvrage plus important que les autres. Il pourrait y avoir un livre majeur et définitif qui donnerait à Robin des Bois, en quelque sorte, ses lettres de noblesse. Non, il faut aller chercher la légende, en fait, dans toutes sortes d'écrits et de récits purement oraux. N'oublions pas l'importance dans tous ces pays d'ancienne culture celtique de la tradition orale et du conte. Tout à fait. On a, à partir des années 1370, vous l'avez dit, 2 ouvrages qui disent les gens racontent des histoires oralement, des ballades, mais on les a pas, ces ballades, puisque par définition, elles transitent de bouche à oreille, elles sont véhiculées par la voix, et la voix ne laisse pas de traces écrites. Encore faut-il que quelqu'un couche par écrit cette aventure, et c'est fait à partir du XVe siècle. Dès le milieu du XVe, on a un certain nombre de textes, et puis il y a le XVIe, sans parler, bien entendu, des réécritures beaucoup plus contemporaines au XIXe siècle, à l'époque victorienne, à l'époque romantique aussi, la redécouverte du Moyen-Âge sous un jour positif, par Walter Scott, Ivanhoe, mais qui lui parle un peu un passant de Robin des Bois. La mode est peut-être un peu démodée, mais c'est un personnage, c'est une matière que l'on réutilise. Et d'ailleurs, il y a des choses qui remontent à la nuit des temps. Vous voyez l'idée d'un groupe de guerriers, d'une camaraderie qui de vivent dans des forêts comme ça. Dans la forêt, vous avez en Irlande, dans les textes très très anciens, dans l'ancien irlandais, ce qu'on appelle la Fiona. Donc c'est un groupe de guerriers autour d'un héros presque divin, ou bien la légende du roi Arthur, c'est aussi cela. Dès qu'on a les premiers textes en langue galloise, au 6e, 7e siècle, Arthur est toujours accompagné par ses 2 compagnons au moins, Bédoire et Queux. Et puis, il y a de plus en plus un groupe de guerriers. Puis, il vit un peu sur des collines ou dans des endroits marginaux. Il vit de la chasse. Il vole aussi. Donc, on est là dans des comme on dit dans notre langage très pédant, les historiens, dans des structures narratives qui sont très anciennes, qui remontent à la nuit des temps. Alors évidemment, le personnage de Robin des Bois ne serait rien sans le méchant, si je puis dire. Alors, il y a le semi-méchant, le shérif de Nottingham, qui est plutôt le personnage le méchant drôle, si je puis dire. Et puis il y a le méchant pas drôle du tout, c'est le méchant prince Jean, bien entendu, le frère de Richard Cœur de Lion. Nous allons venir dans un instant à cette époque et nous allons essayer de voir ce qu'il y a de vrai, au-delà des personnages, dans la peinture que Robin des Bois nous livre de cette époque. Mais avant cela, précisons quand même qu'à chaque fois qu'on trouve dans les archives traces d'un Robert Hood ou d'un Robin Hood, c'est à des périodes postérieures, c'est-à-dire c'est soit dans les années, nous l'avons vu, soit dans les années 1260, 1280, 1320, pas dans les années 1190. Donc il semblerait que les vrais Robin des Bois, si tant est qu'il ait existé des personnages qui aient pu inspirer la légende, soient des personnages plus récents, des personnages des règnes d'Édouard II, d'Henri III en fait, plutôt. Oui, il y a eu une sorte de transfert. On a rendu la légende plus ancienne vers cette période fascinante. Vous avez un roi guerrier, chevalier, Richard Cœur de Lion, qui part à la croisade, qui combat un autre héros, Saladin. Donc il est loin. Et puis son frère, Jean Santerre, le cadet, qui au début n'avait pas gouverné. Il avait été éduqué pour être prêtre, mais son ambition a été plus forte, qui se retrouve à la tête du royaume en son absence et qui commence à magouiller, à lui faire des sales coups, à s'entendre avec le roi de France et empêcher que la rançon soit versée pour sa libération.
Donc c'est une période aussi fascinante. C'est amusant parce que en fait, on a l'impression, je ne sais pas si c'est comme ça que se sont passées les choses, mais il semblerait que la tradition pour les brigands d'aller s'installer comme ça dans des forêts de chênes soit, comme vous le dites, immémoriale et même antique en vérité. Et puis petit à petit, on va voir se structurer un certain nombre de bandes. On voit des figures de justiciers apparaître au moment où l'impôt se développe considérablement. Ces justiciers, on en trouve donc tellement qu'on ne sait plus où donner de la tête dans les archives des XIIIe et XIVe siècles. Et puis petit à petit, à mesure où va se formaliser et où va s'écrire la légende, donc aux alentours plutôt du XIV, XV et même XVIe siècle, eh bien on a tendance à la repousser dans le temps pour trouver simplement un héros méchant à la hauteur du héros gentil, une sorte de contraire de Robin des Bois que serait le prince Jean. Or, il semble bien que dans l'imaginaire collectif britannique, le prince Jean soit un peu le pire de tous les souverains qui aient régné sur la bonne Angleterre. Nous allons revenir dans un instant sur ce personnage. Vous allez nous dire qui était vraiment Jean Santerre. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire de Robin des Bois et dans cette histoire légendaire, il y a de nombreux personnages. Nous allons les passer en revue comme par exemple celui du prince Jean qui serait Jean Santerre ou en tout cas une représentation de Jean Santerre. On en parle avec votre invité Martin Aurel, l'historien médiéviste. En fait, on peut dire, Martin Aurel, que tous les héros de cette histoire de Robin des Bois sont des archétypes médiévaux. Puisque Dame Belle Marianne, Lady Marianne, c'est la jolie dame, c'est un peu la dame du roman courtois, du roman de chevalerie, d'une certaine manière. Le frère Tuck, c'est l'époque où les ordres mendiants se répandent dans la société et où les clercs quittent les monastères pour entrer au contact de la population. Et donc c'est le bon moine, un peu paillard sur les bords et toujours très ventru et ventripotent, bien entendu. Le shérif de Nottingham, c'est l'incarnation d'un pouvoir policier qui se veut d'abord au service de l'impôt, puisque c'est la grande affaire du Moyen-Âge, ces impôts de plus en plus forts, de plus en plus écrasants, sous lesquels gémissent les populations entières. Bref, toutes sortes d'archétypes autour de Robin des Bois, et puis alors surtout, le grand méchant loup, si je puis dire, ce prince Jean, d'une perfidité sans exemple, qui semble devoir trouver son modèle dans la figure du plus jeune frère de Richard Cœur de Lion, du plus jeune des fils que Aliénor d'Aquitaine a eu avec Henri II Plantagenet, le fameux Jean qu'on appelle Santerre. Pourquoi Santerre ? Parce que c'est une famille très nombreuse, 5 garçons, 3 filles. Les filles, on les marie, donc le problème est résolu. Quoi faire avec les garçons ? Il faut bien leur trouver un héritage, autrement ils vont se révolter, ils vont organiser des rébellions avec les nobles de leur entourage. Et Jean, au début, a été éduqué à Fontevraud, dans un monastère tout près de Saumur, près de la Loire, où on comptait que, comme beaucoup de cadets de familles princières aristocratiques, il devienne archevêque, évêque, et qu'il assure sa carrière dans l'Église. Apparemment, ça n'a pas marché, probablement par le refus de Jean. Et progressivement, Jean a vu que ses aînés commençaient à mourir l'un après l'autre. Geoffroy de Bretagne au cours d'un tournoi à Paris. Henri le Jeune, le frère aîné, par la dysenterie ou une fièvre estivale alors qu'il s'était révolté contre son père dans le Limousin. Et puis, là, il commence à avoir des espoirs. Mais en attendant, on lui avait d'abord donné une héritière, Isabelle de Gloucester, une femme d'autant plus riche que le roi d'Angleterre, Henri II, s'était arrangé pour que ses sœurs n'aient pas droit à l'héritage. Ensuite, on lui a donné l'Irlande, mais il s'est très très mal comporté en Irlande. Il a débarqué avec les jeunes de son entourage. Ça l'a rendu extrêmement impopulaire aussi, sa brutalité. Il n'a pas su quoi faire. La partie de l'Irlande qui venait d'être conquise par les Normands. Et puis on a essayé de le marier avec... avant, on avait essayé de le marier avec l'héritière de la Savoie. Donc on l'aurait éloigné vers la Provence, vers la Savoie. Mais ça n'a pas marché puisque la fiancée est morte avant l'âge. Donc c'est un garçon qui pose problème. Or, à partir de 1573, ses frères se révoltent contre leur père, Henri II. Lui, il est trop jeune. Ils sont poussés par la mère, il faut dire. Aliénor d'Aquitaine fait tout pour que ses fils se dressent contre son mari.
Oui, tout à fait. Elle est elle-même en grand conflit avec son mari, il faut dire. Oui, c'est surtout pour des questions politiques, pas tellement à cause des infidélités, des frasques de son mari, puisque dans ces milieux, c'était assez courant. Mais cette femme ne supporte pas que elle sans doute un peu des deux, disons, probablement. Voilà, peut-être aussi. Hein, oui, c'est sûr, on peut pas sonder les cœurs et les reins, comme on disait au Moyen-Âge. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête à 8 siècles de distance? Mais il y a aussi ce côté très volontaire de cette femme qui est habituée au pouvoir, qui a gouverné l'Aquitaine, qui était son héritage, et de voir son mari qui est très autocratique, qui veut intervenir dans ses décisions, ça n'a pas dû lui plaire non plus. Donc Aliénor pousse ses enfants à la révolte. Jean est trop jeune, il est un peu exclu de ces révoltes, il devient un peu le favori de son père, mais il finira lui aussi par le trahir. Ça montre bien sa nature, à 1189. Oui. Et il trahira surtout son propre frère. Alors ça, c'est incroyable. Il va profiter du départ de Richard Cœur de Lion pour la croisade. C'est la 3e croisade. Là, on est en 1191-92. Il profite de l'absence de son frère pour prendre littéralement la place, sans avoir les titres. Mais en tout cas, il prend la place du roi. Oui, il s'entend avec Philippe Auguste, avec le pire ennemi à partir de ce moment-là de son frère, pour devenir à son tour roi d'Angleterre, en espérant que Richard Cœur de Lion ne revienne plus soit de Terre Sainte, soit de sa captivité dans l'Empire romain germanique. Donc c'est un acte qui va contre les règles les plus essentielles de la fraternité, des liens de famille. Pour ces gens, la famille est essentielle, la dynastie, la généalogie. Ils vivent pour les autres. Puis le sens de l'honneur qui est porté par la famille elle-même, qui doit être respecté. Mais c'est aussi, bien entendu, une grosse injustice contre un croisé qui a tous les droits. Par exemple, les créditeurs d'un croisé, parce que très souvent les gens hypothèquent leur terre pour avoir l'argent pour partir à la croisade, à leurs frais, n'ont pas le droit à intervenir, à réclamer que l'on rembourse leurs dettes. C'est ce qu'on appelle le moratoire des dettes du croisé. Donc on est dans ces contextes extrêmement précis, juridiquement parlant, et cet homme enfreint cette règle essentielle de respecter le croisé, de plus, de surcroît, son propre frère. C'est quand même extraordinaire cette affaire. Son frère, lorsqu'il rentre de croisade, est fait prisonnier, il va donc être capturé, il va falloir réunir une gigantesque rançon pour le faire libérer. C'est sa mère, Aliénor d'Aquitaine, qui va réunir ses fonds, qui ira le chercher à Mayence. Pendant tout ce temps-là, Jean est là. Est-ce que Jean participe à la collecte quand même pour payer la rançon de son frère? On ne le sait pas. En tout cas, on ne le voit pas dans la documentation. Ça n'a pas dû être avec beaucoup d'enthousiasme, c'est sûr. Il n'a pas dû faire tellement d'efforts pour faire libérer son frère. Et quand même, Richard finit par rentrer en Angleterre. C'est la fin de tous les romans, de tous les films sur Robin des Bois. On voit le retour du bon roi Richard. C'est un peu terrible quand même, non? Que quasiment depuis le berceau, tout ce qui est grand, beau, lumineux, courageux et fort appartiennent à Richard, et que tout ce qui est petit, vil, un peu mesquin, un peu sombre, j'allais dire un peu humide, appartiennent à ce pauvre Jean. Vous avez raison, peut-être il n'était pas un si mauvais guerrier que cela, Jean. Il a remporté une bataille, la bataille de Mirebeau, à une quarantaine de kilomètres au nord de Poitiers, où sa mère était assiégée par les troupes du petit-fils de sa mère, son propre neveu, Arthur de Bretagne. Et il y a un texte tout à fait neutre, un texte écrit à Béthune, dans le comté de Flandre, qui dit que Jean s'était battu et qu'il avait coupé le poignet de l'un de ses ennemis. Et puis il a réussi aussi, dans l'une des révoltes de l'aristocratie, à prendre le château de Rochester. Donc il savait peut-être faire la guerre, mais pas avec la brillance, avec la force et le courage de son frère Richard. Il n'est pas allé à la croisade aussi. C'est humiliant, ces gens qui restent à la maison, casaniers, qui n'ont pas fait cette grande aventure. Disons les choses, en plus il a fait condamner Robin des Bois à mort, et ça c'est impardonnable. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Jusqu'à 15h sur Europe 1, nous sommes au cœur de l'histoire du personnage légendaire, le personnage qui a tous marqué notre enfance, Robin des Bois. Et pour nous en parler, Franck Ferrand, vous recevez Martin Aurel, qui est historien médiéviste. Pour ceux qui nous rejoindraient, Martin Aurel, je résume un peu la situation. Robin des Bois est un personnage légendaire qui va devenir assez vite, dès le XIVe siècle, un personnage de fiction, un héros très populaire et maintenant, on peut le dire, universel, puisqu'il est celui qui prend aux riches pour
redonner aux pauvres. Ce héros s'appuie sans doute historiquement sur l'exemple d'un certain nombre de bandits, de brigands au grand cœur. Il faut aller les chercher un peu partout en Angleterre et pas forcément à Sherwood, et sûrement pas d'ailleurs à la fin du XIIe siècle comme nous le dit l'histoire, puisque il est probable que les Robin Hood ou les Robert Hood aient vécu plus tard, en fait, à la fin du XIIIe ou au XIVe siècle. Peu importe. On voit donc qu'il y a pas mal de vrais Robin des Bois, un seul faux Robin des Bois, mais, et c'est là que je veux en venir, qui nous en apprend pas mal sur son temps. Ce que révèle Robin des Bois, c'est la difficulté que la société médiévale, au XII, XIII, XIVe siècle, a à accepter l'impôt, tout particulièrement, et d'une façon plus générale, la tutelle administrative qu'on veut faire peser sur elle, non ? Absolument, hein, parce que Jean Santerre a mauvaise presse aussi, parce que c'est le roi qui représente ces mouvements administratifs, bureaucratiques, fiscaux. L'Angleterre a une longue expérience parce que les Anglais ont été menacés très vite par les Vikings autour de l'an 1000, même avant, au Xe, IXe siècle, ils devaient verser des tribus. Et ces tribus équintés, hein, c'est-à-dire voilà, de l'argent, des impôts, quoi. Voilà, des impôts pour avoir la paix, ce qu'on appelait le Danegeld. Dané, ça vient de danois. Les Vikings venaient surtout de Danemark, donc ils ont une pratique de comment établir une assiette fiscale, c'est-à-dire qui dans le village paie, chaque commune s'organise, donc il faut savoir qui est le plus riche, qui est le plus pauvre. Chacun doit verser une somme, chaque village concentré. Il y a un organe fiscal central qui s'appelle l'échiquier. D'ailleurs, actuellement, le ministre des Finances anglais c'est toujours le chancelier de l'échiquier. Hein. Exactement, Lord of Exchequer, parce que les gens font leur comptabilité avec des chiffres romains. Essayez de faire une multiplication avec des chiffres romains. Il vous faut un damier, il vous faut un boulier, un damier où vous passez des petites pièces à un endroit à un autre. Donc c'est ça l'échiquier. Et puis, donc Jean Santerre représente un peu cette sorte d'apogée de la fiscalité, quelque chose de nouveau, avec une idéologie qui est celle de la lèse-majesté, la majesté romaine qui est redécouverte. On se met à relire le code de la grande compilation juridique, c'est le code de Justinien. sur toute l'Europe de l'ancien droit romain, hein, bien entendu, qui va reprendre de la force à partir du XIIe siècle. C'est très important peut-être de le dire. Hein. Ah oui, Jean, par exemple, pratique le crime politique. Il y a une raison d'État que les gens du Moyen-Âge ne connaissaient pas. Bien sûr, oui. C'est des gens qui passent un pacte avec le roi. Ils s'arrangent avec lui. Le roi prête serment. Le roi n'est qu'un seigneur parmi d'autres, avec une dimension supplémentaire. Mais enfin, c'est un seigneur. À partir du XIIe siècle, ça change donc. Hein, Il y a un nouvel esprit. Et l'État s'impose, tout simplement. L'État s'impose et Jean Santerre a tué son propre neveu de ses propres mains, peut-être. En tout cas, il a donné l'ordre de le tuer dans un cachot misérable après la bataille de Mirebeau, où il avait emprisonné donc ces jeunes qui avait à peine 20 ans, Arthur de Bretagne, il l'a tué et il l'a jeté dans la Seine près de Rouen pour que son cadavre disparaisse à jamais. Vous voyez, c'était des choses innommables que personne ne connaissait. À partir de ce moment-là, ça se fait. Par exemple, Charles d'Anjou, le frère de Saint-Louis, condamne à mort son ennemi quand il conquiert le royaume de Naples à la bataille de Tagliacozzo, le petit Conradin aussi en place publique, décapité. Mais c'est des choses qui sont très très neuves et nouvelles, qui n'existaient pas avant. On respectait la vie de ses adversaires prisonniers. On les rançonnait, justement, Richard Cœur de Lion, on le rançonne, mais on ne tue pas ses ennemis. Ah oui, et donc ce sont des changements de mœurs et de mentalité, tout simplement. Et ce que raconte Robin des Bois, c'est un peu ça. Il y a aussi peut-être l'homme des bois, c'est-à-dire l'homme qui vit dans la nature avec ses frères d'armes, contre une administration des villes, d'une certaine manière. C'est le développement des villes aussi, cette époque-là. Oui, c'est exact. C'est le grand essor urbain depuis l'an 1000 et ça aboutira au XIIIe siècle. Les marchands qui récupèrent les richesses produites à la campagne. Et c'est vrai que Robin des Bois passe son temps à détrousser de marchands les chars remplis de richesses qui traversent la forêt. Donc oui, c'est tout à fait exact. Hein, c'est le contraste entre le monde de la forêt, un retour aux sources aussi. Bon, nous sommes devenus très écologiques, nous tous, au XXIe siècle. Je pense que cette sensibilité commence à apparaître. Hein. L'État, la ville, l'administration d'un côté, la vieille tradition campagnarde de l'autre, et même, en l'occurrence, les refuges dans les bois. C'est-à-dire que là, on remonte très loin. Et alors, il y a aussi une autre tension autour des bois.
les Anglais ont créé très vite des grosses réserves de chasse pour les seigneurs. Pour eux, c'est une façon de s'affirmer. Or, cela se fait au détriment des communaux, des terres communes autour du village, où chacun peut amener son troupeau de porcs pour faire le glandage, le package, où chacun peut obtenir du bois de chauffe, du bois pour la construction. Tout cela s'est arrêté. Les nobles font la chasse. Et donc là, c'est une sorte de subversion, de renversement de la situation. On sait que Jean sans Terre va vraiment régner après la mort de son frère Richard. Il va être la grande victime, si je puis dire, de Philippe Auguste à la bataille de Bouvines en 1214. Et il a tellement perdu dans toute cette affaire de Flandre qu'il est obligé de concéder à ses seigneurs, à ses barons, ce qu'on appelle la Grande Charte. C'est le début, alors là vraiment, de la démocratie anglaise, si l'on peut dire. 1215, tous les Anglais connaissent ça par cœur. Comment meurt-il, Jean Jean meurt d'une fièvre à la mi-octobre 1216. En fait, c'est une très grande idée qu'il a eue de mourir à ces moments-là, parce que tout était désastreux. C'était fini, vraiment. Tout était fini. Le fils de Philippe Auguste, le prince, lui, avait envahi l'Angleterre. Sa femme Blanche était la nièce de Jean, donc il revendiquait le trône. Et puis il disparaît tout à coup. Et les nobles disent, tiens, il y a un petit enfant, là, Henri III, qu'on peut manipuler, qu'on peut contrôler parfaitement. Donc on va chasser le prétendant français et on va rester entre nous, après avoir obtenu aussi que la Grande Charte soit à nouveau signée. Parce que Jean était revenu sur son serment. Il n'avait pas accepté cette charte. Par hasard. Merci beaucoup, Martin Aurel. Vous voyez, chère Anissa, qu'à partir d'un personnage qui n'a jamais existé, on peut dire énormément de choses, à condition d'avoir Martin Aurel comme invité. Je renvoie nos auditeurs à votre Empire des plantes à genêts, chez Perrin.